Bonjour à tous. Donc un grand merci déjà pour votre venue en grand nombre pour cette conférence sur les coulisses d'un grand festival français et les jeunes. Donc nous sommes donc 3 étudiantes, donc Lauriane, moi-même, Mélène et Justine, donc étudiantes en Sup de Com B3. Et nous avons donc nos 2 intervenants, Jean-Luc Martin et Jean-Jacques Tous, qui vont donc se présenter ensuite. Donc, juste pour faire un petit tour d'horizon de cette conférence, on va l'organiser sous plusieurs thèmes. Donc, tout d'abord, la présentation de nos conférenciers, l'histoire des vieilles charrues. Ensuite, on abordera un peu l'organisation de ce festival, la communication et ensuite l'avenir, comment ça va se passer pour eux. Donc, je vais laisser se présenter un à un. Moi le premier, donc Jean-Luc Martin. Donc moi je suis sur les charrues depuis 1994 et donc voilà, président, après avoir été 10 ans coprésident avec Jean-Philippe Quignon qui est décédé en 2012. Et sinon j'ai un métier, parce que bien évidemment quand on est bénévole il faut quand même quelque chose pour faire tourner la marmite. Donc j'ai un métier à côté. Pour expliquer en quelques mots, juste j'ai travaillé 31 ans dans une boîte qui fait de l'équipement de matériel pour l'élevage et j'ai quitté la société il y a 2 ans. J'ai monté une start-up qui s'appelle Tel Élevage. C'est des outils numériques qui permettent de faire des diagnostics techniques dans les élevages pour mettre en évidence tout ce qui peut être modifié pour améliorer. Voilà. Et sinon, pour l'instant, c'est tout. Merci à vous donc d'être venu nous écouter. Donc moi je m'appelle Jean-Jacques Touze, je suis donc à l'origine avec une quinzaine de camarades de cette affaire-là, donc bénévole au départ donc de 92 à 97 et depuis 1997 je suis salarié donc permanent avec aujourd'hui on est 16 à l'année. À mi-temps dans un premier temps jusqu'à fin 99. Et puis à plein temps depuis le 1er janvier 2000 sur la programmation. Donc avec Jeanne, ma collègue, on est à 2 à bosser sur la partie artistique et puis tout à l'heure on reviendra dans le détail sur la manière dont on programme un événement comme les charrues. Voilà. Ok, donc super, merci. On va attaquer vraiment le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire des vieilles charrues? Comment ça a commencé, les chiffres actuels? Ok, alors rapidement, parce qu'avec Jean-Luc, on peut être loquace sur le sujet. Donc les charrues, 1992, donc un groupe d'étudiants, tous originaires du centre-Bretagne, Carhaix, Plonévé-du-Fou, Châteauneuf, ce point-là, pour la plupart étudiants ici à l'EBO, on décide donc de fêter la fin de l'année universitaire en organisant une fête. Il n'y avait pas d'objectif en tout cas de festival, il n'y avait pas spécialement d'artistes. L'objectif c'était vraiment de faire une belle fête. Et puis, donc tout ça bénévolement, il n'y avait pas d'association, il y avait avec cette volonté-là de faire une fête. Et puis, en 92, naissait donc, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous s'en rappellent, mais la naissance des Vieux Gréments à Douarnenez, à Brest et à Douarnenez. Et puis nous, au moment où il a fallu lui trouver un nom à cet événement-là, on s'est dit, tiens, nous on habite le centre-Bretagne, les terres, on va appeler ça le rassemblement des Vieux Gréments, non, le rassemblement des vieilles charrues. Et voilà, l'idée est née comme ça, dans les bars du centre-Bretagne. Donc 3 éditions à Landelot, qui est une petite commune rurale à une quinzaine de kilomètres de Carhaix, sur un super lieu assez bucolique, un lieu qui accueille la fête du Stang depuis maintenant de nombreuses années. Et puis voilà, un bouche à oreille incroyable s'empare de toute une région. Il y a un esprit un peu décalé, très festif. La première année, il n'y a pas vraiment de musiciens, on y organise des jeux un peu loufoques, mais il y a un bouche à oreille incroyable. Et puis la première année, donc, on se retrouve à 300 personnes, l'année suivante à 600, et en 94 à 3000 personnes. On y avait organisé... par exemple des courses de chameaux, quand je vous disais que c'était un peu décalé. Voilà. Et puis donc en 95, déménagement à Carhaix. On passe donc de 1 jour, à Landelot on était sur une seule journée, on passe cette fois-ci à 3 jours. Donc là c'est une vraie volonté de l'équipe municipale, à l'époque qui était à la mairie de Carhaix, d'accueillir
une association pour y monter donc un festival. Nous, on accepte la proposition parce que c'est vrai que jusque-là, on faisait tout nous-mêmes. Et puis là, on a eu, dans un premier temps, l'aide des services techniques, enfin de la municipalité qui nous a bien aidés. Et puis là, c'est parti de manière exponentielle chaque année. 95, on doit faire 10 000 entrées, 20 000 entrées l'année suivante, 40 000 la dernière année donc en centre-ville. Donc 3 années à l'un de l'autre, 3 années en centre-ville. Et puis la dernière année en centre-ville, on a la chance d'accrocher notre première grosse tête d'affiche avec la venue de James Brown. Et là, des milliers de personnes partout, des gens sur les toits, complètement débordés. Et puis on arrive à convaincre la municipalité de déménager à la campagne. On avait déjà repéré ce terrain là, il y a quelques temps. Et donc depuis 1998, nous sommes sur le site de 40 Piles, le site que vous connaissez si vous êtes déjà venu nous visiter. En 98, 100 000 personnes, 99, 150, enfin voilà, il y a un buzz incroyable en Bretagne, mais pas que, un petit peu au-delà, autour de cet événement-là, avec chaque année une programmation qui grandit, qui augmente, des budgets qui augmentent, un nombre de bénévoles incroyable qui augmente pour, on va dire, l'an dernier par exemple, c'est 280 000 visiteurs, le temps du week-end, donc sur 4 jours, 7 000 bénévoles, une grosse centaine d'associations qui gèrent justement ces bénévoles, parce que c'est vrai que c'est important de le dire d'entrée de jeu, je crois, Jean-Luc, que tu ne me contrediras pas, mais c'est vrai que la pierre angulaire de notre événement, c'est vraiment le bénévolat. Et c'est grâce à toute une région qui tire la charrue dans le même sens que le festival peut avancer, même si nous, on est 16 permanents à l'année. Le festival n'existe que par ces 7000 bénévoles, sans parler évidemment des gens comme Jean-Luc qui, tout au long de l'année, travaillent, vivent, dorment, respirent, vieille charrue au sein du conseil d'administration, parce que l'Assaut des Charrues, c'est donc une association classique, loi 1901, avec un président, un trésorier, une secrétaire, un bureau, un conseil d'administration. Voilà, rapidement l'histoire, voilà, c'est les grands traits. Il y a évidemment plein de choses à raconter, mais en même temps, on a 1 heure et il faut que tout rentre, n'est-ce pas, Lauriane, c'est ça ? C'est ça. Donc du coup, en termes d'organisation, quelles sont les grandes étapes de l'organisation d'un festival d'une telle envergure ? Quand on parle d'organisation, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment monté en quantité de personnes, on parlait de 280 000 personnes, donc ce qui est bon à expliquer, c'est que les 280 000 personnes, en réalité, c'est 80 000 personnes par soir. C'est-à-dire que ça fait 56 000 payants chaque soir et 14 000 non payants. Ouais. C'est sûrement la plus grosse fête de Bretagne, avec 14 000 personnes qui rentrent à qui on met un bracelet tous les soirs et puis pour qui il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Vous imaginez, 14 000 chaque soir. Donc notre but à nous, c'est de vendre 56 000 billets chaque soir. Et pour organiser ça, on n'a pas l'idée 15 jours avant et on ne se soucie pas de tout ce qu'il va falloir faire dans l'organisation. Il faut quand même y travailler en permanence. Donc tout est écrit déjà, c'est une particularité depuis plusieurs années, c'est qu'il y a des modes opératoires sur à peu près tout. Tout est calculé de façon à avoir des yeux partout. Alors je dis des yeux partout, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'organisation, il y a à peu près 70 métiers. Les 70 métiers sont presque tous portés par une partie de bénévolat et une partie de salarial, enfin de gens qui sont payés pour le faire. Ça peut être soit les salariés directs, c'est l'exemple des 16 salariés qu'on a au Charrue, ce que nous on les appelle les permanents. Après il y a tous les salariés qui sont là, on va dire, soit en CDD, qui vont commencer au mois de juin pour finir au mois d'août, puis il y en a tout plein qui vont commencer en février, en mars, en avril, et ainsi de suite. Je crois qu'au mois de juillet, on doit faire entre les CDD et les sociétés de prestations, on doit faire à peu près 2000, il y a 2000 salariés à peu près pour le mois de juillet. Donc bien évidemment, on a 2000 salariés, plus 7045 bénévoles.
quand ils arrivent le matin, il faut savoir par où ils vont arriver, par où ils vont rentrer, où ils vont se garer, où ils vont aller bosser, où ils vont aller manger, où ils vont aller faire leurs besoins, où ils vont dormir. Enfin, tout ça, c'est ce qu'il faut se poser la question tous les jours. Ça, c'est pour ceux qui bossent. Alors vous y rajoutez tous les invités, tous les festivaliers, eh ben, ça fait 80 000 personnes par soir. Et les 80 000 personnes, notre souci à nous, c'est quoi? C'est de s'assurer que tout va bien se passer du moment où ils rentrent sur la commune de Carhaix jusqu'au moment où ils en partent. Ce qui veut dire que certains restent là pendant 5 jours. Ouais, le camping est gratuit, donc forcément, pour y avoir le droit d'accès, il faut avoir au moins un soir de billetterie. Et donc on se retrouve avec beaucoup de festivaliers qui sont là 5 jours, c'est-à-dire 4 nuits, mais qui ne vont au festival qu'une journée. Donc on a chiffré ça il y a 2 ans, 3 ans, c'est à peu près 10 000 festivaliers en dehors du site. C'est-à-dire qu'en réalité, dans notre organisation, c'est pour ça que je parle de 80 000, c'est-à-dire que c'est une histoire de fou. Hein. On se retrouve avec tout le temps 70 000 à l'intérieur et 10 000 dehors. Et comme j'allais dire vous, mais oui, vous avez toujours des sacrées bonnes idées et que vous êtes tout le temps capable de faire ce qu'on s'y attend pas, c'est assez fabuleux. Donc nous, on doit avoir les yeux sur vous en permanence pour se soucier que ça se passe bien, que personne ne se blesse et que tout le monde reparte le lundi en famille, en pleine forme, avec plein d'étoiles, un peu fatigué sûrement, mais avec plein d'étoiles dans la tête. Donc cette organisation-là, elle ne se fait pas tout seul. Je reviens sur l'histoire bénévole et salarié, parce qu'à une époque, presque tout était fait en bénévole. Et la problématique de faire tout en bénévole, c'est que quand on a une fête d'un soir ou 2 soirs à organiser, vous voyez bien si vous êtes dans des associations, très souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a 40 personnes dans l'association et il y en a 3 qui bossent. Sauf le jour de la fête et le jour du repas. Parce que là, en général, tout le monde est là. Mais très souvent, c'est ce qui arrive dans beaucoup de lois 1901 d'associations, c'est qu'on voit les parents d'élèves, dans les parents d'élèves, s'il y a 100 gamins, il n'y a pas 200 parents d'élèves qui sont là pour organiser des manifestations qui vont servir, dans la plupart des cas, à financer des choses pour les étudiants. Donc c'est quand même un peu embêtant. Et chez nous, on a eu très vite la difficulté, c'est que comme la fête elle a énormément grossi, donc grosso modo, ça nous prend toute l'année. Alors que si on est bénévole et que ça nous prend toute l'année, ça pose vite des problèmes. Donc on a choisi, dans chaque secteur d'activité, de faire rentrer des prestations professionnelles. Alors les prestations professionnelles, c'est soit des intermittents, puisqu'il y en a énormément aux charrues, des intermittents bretons, je crois qu'ils travaillent à peu près tous pour les charrues à un moment donné, et puis des sociétés qui font de la presta. Donc on a choisi de garder toujours cet état d'esprit de faire les choses sérieusement avec des professionnels, mais garder un peu le bon côté du bénévolat, et puis de savoir déconner quand on a envie de déconner, et puis pas toujours se prendre au sérieux. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, il faut que ça marche tout le temps. Donc voilà pour l'organisation. Alors, un chiffre d'affaires, le budget cette année, il dépasse 17 millions d'euros. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on n'a plus le droit, de faire n'importe quoi. Là, tout doit être calé. Et surtout depuis, on va dire, 4-5 ans, depuis qu'on a eu ces terribles attentats en France, où, juste pour souvenir, pendant le concert des Insus, on nous a appelé, le concert venait de démarrer, on nous a appelé pour nous dire qu'à Nice, il y avait eu un attentat, et que ça allait tout de suite poser un problème pour notre organisation. Donc on se retrouvait, nous, avec une belle fête et tout qui se passait bien, en ayant une épée Damoclès sur le dos, en nous disant on ne sait pas comment ça va se passer dans la nuit. Et effectivement, à 1h du matin, on nous a dit il va falloir envisager d'annuler. Vous imaginez, on est le jeudi et il est 1h du matin. Quoi. Et moi je me rappelle parce que nous on n'a pas dormi ce soir-là. Ça a été déjà d'apprendre des nouvelles comme ça, ça refroidit ça sérieusement. Et pour la nouvelle, et pour nous qui étions dans un endroit hyper stratégiquement, si on veut faire un strike, chez nous c'est quand même terrible parce qu'il y a énormément de monde. Donc forcément, trouillomètre à zéro. Et puis là, personne savait on va dire, décider de ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce que c'est des trucs complètement inhabituels. Et là, 1h du matin, ils nous disent qu'il va falloir envisager tout simplement d'annuler demain.
Et là, là c'est le coup de sang de rébellion du Centre-Bretagne. On dit, bah non, vous êtes dans votre bureau à Paris, là-bas, vous venez demain matin à 7h, et puis vous irez dans les campings, expliquer aux gens, aux festivaliers, qu'il va falloir qu'ils démontent leur tente pour retourner à la maison. Donc, il fallait surtout oublier ce truc-là, quoi. Et donc, ils nous ont dit, bah, qu'est-ce que vous proposez? Et nous, toute l'équipe, c'est là qu'on voit qu'il est important d'avoir les responsables de chaque secteur d'activité, c'est-à-dire la sécurité, les médecins, les gens de l'énergie, les gens des entrées, les gens de... Enfin, il y a tout plein de responsabilités là-dedans. On a mis tout le monde autour de la table et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sécuriser au mieux, avec une nouvelle donne qui était justement un attentat par camion, que jusqu'à là on n'avait pas eu. Donc forcément, bah, quand on n'a jamais vécu un truc, on pense pas. Et là, on avait vraiment une nouvelle donne. Et qu'est-ce qu'on a fait cette nuit-là? Bah, on a mis des plots béton partout, on a fermé les entrées, on a fouillé, on a dit qu'on a tout remis notre service de sécurité complètement différemment. Et puis, quand on a fait nos propositions, à 7h du matin d'ailleurs, on nous a dit, bah, les propositions sont nickel, il faut les mettre en place. Et on leur a dit, bah, c'est déjà fait. Et là, on était dans notre rôle d'être les plus veillants possibles, justement, pour tout ce qui pouvait se passer. Et tout ça, maintenant, bah, on ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire que tous les ans, on rajoute, on en met, on agrandit, enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que tout ça, c'est énormément de travail. Je serais assez curieux de mesurer le nombre d'heures cumulées du travail qu'il faut pour organiser aujourd'hui les charrues, mais c'est un truc de taré, quoi. Parce qu'il y a, vous imaginez, les 7000 et quelques bénévoles, les 2000 et quelques salariés, les 14 000 personnes, à vrai dire. Parce que tout ça, c'est un staff très important qui a chacun quelque chose à faire tous les jours. Que ce soit en amont du festival, ou pendant le festival, ou après le festival. D'accord, merci beaucoup. Une question plus particulièrement pour Jean-Jacques Touze. Vous êtes donc programmateur des Vieilles Charrues. Quelles sont vos grandes missions? Comment faites-vous pour faire venir des artistes internationaux? Alors à la programmation, on est deux, hein, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est donc Jeanne Russet et puis moi-même. Donc on a carte blanche, j'ai envie de dire, ça c'est hyper important parce qu'on a une vraie liberté de travailler. Évidemment, notre directeur général, Jérôme, et Jean-Luc, notre président, sont au courant évidemment des pistes, des budgets, etc. Donc voilà, pour monter une programmation, quand on veut programmer des têtes d'affiche, il faut que les artistes soient en tournée européenne. On ne peut pas se lever comme ça un matin en disant « Tiens, ce serait bien qu'on fasse, je sais pas, je dis Ben Harper ». Si Ben Harper est pas en tournée internationale, enfin en tournée en Europe l'été suivant, on oublie parce que ça coûterait énormément d'argent. Donc nous, nos interlocuteurs ne sont pas les artistes en direct, ce sont les tourneurs. Donc les tourneurs, ce sont les gens qui montent les tournées. Il y en a à peu près une grosse dizaine donc, qui sont les tourneurs qui font tourner, on va dire, les artistes les plus importants, qui sont souvent basés sur Paris. Donc ce sont ces gens-là qui sont nos interlocuteurs premiers. Donc on les rencontre très régulièrement et en fait on vient, entre guillemets, piocher dans ce que nous on appelle un roster, c'est un catalogue. Donc là, avec Jeanne, on a donc bouclé la programmation 2019, on est déjà sur l'édition 2020. Là, on est en ce moment en train de se rapprocher justement de ces tourneurs-là qui commencent à nous dire, normalement, à l'été 2020, il y aurait sur la route voilà, là on en est tout au début. Et puis, une fois qu'on a donc ce listing-là, il y a deux manières d'opérer. Il y a le tourneur qui vous dit, voilà, tel artiste... parce qu'en même temps, on est sur un produit lambda, hein, c'est l'offre et la demande. Hein. Le tourneur, lui, son but, c'est de vendre son artiste au plus cher. Nous, acheteurs, le but, c'est de l'acheter au moins cher ou au moins au juste prix. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. De l'avoir déjà. Donc voilà, le tourneur, il va nous dire, voilà, tel artiste, ça coûte 100 000 €. Bon. Jeanne et moi... si on est intéressé éventuellement par cet artiste-là, on va faire une offre à 60 000 €. Voilà, on va monter comme ça va être une négo assez classique, hein, comme vous connaissez. Ou alors il y a une autre, ça c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Voilà, Ben Harper sera sur la route l'été prochain, c'est toujours un exemple.
en l'occurrence il le sera, puisqu'il sera présent à l'affiche des Charrues, faites-moi une offre. Donc c'est à Jeanne et à moi avec nos oreilles, notre nez, d'évaluer potentiellement ce que pourra valoir l'artiste 9 ou 10 mois plus tard. Donc là, on a tout un tas de leviers. On est en relation avec tous nos camarades programmateurs, directeurs artistiques en France, mais aussi à l'étranger, qui eux ont accueilli l'artiste en question qu'on piste et qui va nous dire, nous par exemple l'an dernier, Ben Harper, on l'a payé tant. Voilà, donc on va faire une première offre, cette offre-là ne passera jamais, parce qu'en première intention ça passe jamais, comme dans toute négociation, vous connaissez ça. Voilà, donc quand on passe une offre, en fait, on passe une offre sur le jour, sur la scène, sur l'horaire. Souvent la tête d'affiche va vouloir savoir qui joue avant, qui joue après. Voilà, donc on va avancer dans le temps comme ça. Et puis, voilà, à un moment, on va passer une offre sur Ben Harper pour le samedi. Et puis le tourneur va nous dire, en cours de route, 2 mois après, finalement, Ben Harper, il n'est plus dispo le samedi. Est-ce que c'est jouable chez vous le dimanche? Alors souvent, ça l'est pas, parce qu'entre-temps, nous, on a avancé sur un autre projet le dimanche. Voilà, donc c'est un espèce de jeu comme ça, de puzzle. Et puis, vous dire aussi une chose hyper importante, c'est vrai qu'en France, c'est comme ça, mais les festivals sont, en tout cas en Europe, en France, qui payent le moins les artistes. On se retrouve, nous, souvent en concurrence avec des festivals polonais, espagnols, portugais, souvent des gros festivals privés dont le but c'est de faire de l'argent, avec souvent des grosses marques derrière, des gros partenaires, souvent des brasseurs. Alors je vais prendre l'exemple, par exemple, on passe une offre sur Ben Harper à 100 000 €, le tourneur français va nous dire, les Espagnols ont proposé 380. Donc vous avez bien compris, Ben Harper, il ira plutôt jouer au Portugal ou en Espagne. Donc on est de plus en plus face à une concurrence terrible. C'est vrai que le milieu de la musique live était assez épargné encore jusque-là. Et puis, depuis que le disque s'est, entre guillemets, cassé la gueule il y a quelques années, maintenant, l'essentiel des revenus pour les artistes, c'est la musique live. Donc aujourd'hui, on est sur un secteur hyper concurrentiel, au même titre que tous les autres. Voilà, donc ça c'est rapidement. À titre indicatif, pour compléter, le budget en 2012 artistique, il était d'1,7 million. Cette année, il est de plus de 4,5 millions. Pour le même nombre de groupes sur scène. Donc c'est une histoire de fou, quoi. Et c'est important, parce que la base des Charrues, c'est quoi? C'est de faire rêver les gens. C'est vraiment le leitmotiv numéro 1. Et de faire rêver les gens, on voit bien que dans une salle, bon là c'est quand même plus jeune, mais on arrive dans beaucoup de... Tous les jours, on voit du public qui va, on va dire, de 15 ans jusqu'à 70 ans. Donc notre boulot à nous, c'est que chaque soir, on puisse avoir un artiste sur une des 4 scènes qui va faire kiffer, on va dire, peu importe quel âge. Alors c'est ça qui nous a aussi, des fois on se fait destroyer, quand on balance de la prog, regardez les réseaux sociaux, c'est tous les ans c'est nul, puis tous les ans c'est complet, donc il y a un truc bizarre. Mais à vrai dire, ce qui est important pour nous, et là le mot culture vient complètement se lier à ça, c'est que si on arrive à trouver un groupe qui va faire plaisir à tous les âges et tous les styles chaque soir, on va réussir à mélanger les gens. Et si on mélange les gens, on va leur offrir la possibilité d'aller voir le groupe d'avant et le groupe d'après, qui n'auraient jamais été voir de leur vie autrement. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand on arrive aux Charrues et que c'est blindé, et que les artistes se donnent tellement... Pourquoi? Parce que le public breton est un public particulier, ça tu pourras en dire 2 mots, toi qui souvent côtoie les artistes et avec les retours et tout, mais c'est important parce qu'ils donnent tellement qu'on est surpris, même sur des groupes qu'on n'ira jamais acheter un disque. Et là, on a gagné. Si tous les soirs on voit tout ce public mélangé avec tous ces âges différents, tous ces niveaux sociaux complètement différents, on a gagné. Donc ce qui est important dans la programmation, c'est de mélanger tout. Je me rappelle la première fois où vous aviez programmé Pierre Perret, on s'était fait démonter, quoi. Pierre Perret dans un festival. Pierre Perret et Massive Attack le même soir. Ouais, vous imaginez?
Après, effectivement, comme tu dis, Jean-Luc, tout ça, c'est quand même prétexte à du lien social. Hein. Depuis le début des charrues, c'est vraiment ça, dans les statuts de l'association, c'est avant tout l'idée de brasser les gens. Et ça marche. Et ça marche parce que vous qui venez, de la bagarre, il n'y en a pas, de l'agressivité, il n'y en a pas. Comment est-ce possible de mettre 70 000 personnes, si cool et si sympa que ça, alors que vous mettez les mêmes personnes dans un stade de foot, où, je sais comment ça finit, quoi. Mais c'est la réalité. Alors comment on arrive à lier tous ces gens-là pendant 4 jours, alors que 361 autres jours, on n'y arrive pas? Il y a sûrement un truc. D'ailleurs, nous, ça nous épate, souvent on nous demande, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous trouvez bien? Parce que d'être bénévole comme ça toute l'année, à un moment donné, on peut se dire, on comprend pas tout, quoi, parce que c'est tous les jours, toute l'année, tout le temps. Et c'est de voir justement tout ce public. Moi, j'ai une image en tête, Muse 2010, sous des seaux d'eau, parce que c'est pas compliqué. Ils ont commencé 1 heure avant le concert, c'était des seaux d'eau, et puis 1 heure après le concert, c'était aussi des seaux d'eau. Ils tombaient, mais tout le public était resté complètement trempé, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, on se dit, voilà pourquoi on fait ça, quoi. Et ça match tous les ans. Juste pour revenir donc sur la partie programmation, donc il y a effectivement toutes ces négos assez difficiles avec les tourneurs sur les têtes d'affiche, et puis il y a après effectivement toute la partie découverte, parce que c'est vrai qu'au Charrues il y a beaucoup de têtes d'affiche, mais il y a aussi énormément de jeunes groupes en devenir. Donc avec Jeanne, c'est vrai qu'on bouge beaucoup. L'idée c'est de voir un maximum de concerts toute l'année. Donc effectivement, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un week-end où on n'est pas dehors, évidemment ici en Bretagne, mais souvent à Paris, souvent à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes. Et on passe nos journées, nos nuits à écouter de la zik, du rock, de la pop, du hip-hop, de la musique traditionnelle, du reggae. C'est vrai qu'on a cette chance-là, nous programmateurs, de pouvoir programmer tout est permis. On a pu faire des soirées métal, on a pu faire sur la grande scène des concerts de musique classique, donc on n'est pas restreint, et c'est une vraie liberté de pouvoir faire ça. Voilà, vous dire que oui, on est tout le temps dans les salles obscures sur des festivals, et puis c'est vrai que quand on est passionné de musique, c'est bien. Hein. Ouais, parce que moi je le ferais pas. Ça c'est clair, chacun son truc. C'est vrai que de voir un Jamel Debbouze sur la scène et puis de voir Bouba derrière, on se dit, il y a quand même des trucs un peu bizarres au Charrues. Et Jamel Debbouze, il est venu en 2001, 2002, je sais même plus, 2001 je crois, bref. C'est aussi les Charrues qui sont capables de faire des trucs que personne s'attend. On a fait 2 humoristes, on a dû faire Gad Elmaleh. C'est sûr que quand le Jamel Debbouze il est monté sur la grande scène de Glenmore, tout seul, sans musicien, sans rien, je peux vous dire que quand vous êtes sur la scène, c'est l'équivalent de la salle ici. Et vous êtes tout seul là-dessus avec, à l'époque, je ne sais pas combien il y avait, cette année il y aura bien 70 000, quoi, ce sera normalement complet. Et faut être un sacré bon comédien ou un sacré bon artiste pour oser le faire. Et c'est les 10 premières minutes pour ceux qui y étaient, je peux vous dire, ils ne savaient pas dans quel sens il fallait les prendre. Et puis après c'est parti d'un rien du tout, et c'est parti super bien, donc on a décidé de le refaire cette année. Mais ça rentre bien dans toute la partie artistique, ça c'est clair. Et moi j'aime bien aussi, j'appelle ça souvent la musique populaire. Je me rappelle avec Jean-Phil, on se battait pour David Guetta, donc ça c'est la première fois qu'on a fait David Guetta, c'était en... Je ne sais pas, les années, j'ai du mal avec les années, mais la première fois, on en discutait 2 ans ou 3 ans avant, quoi. Puis moi je continue à leur dire, pourquoi? Parce que j'ai été DJ sûrement à un moment donné, leur dire, David Guetta, vous imaginez, David Guetta à 40 pulls. Et non, c'est trop commercial, et non, c'est ci, et non, c'est ça. Le jour où on a annoncé David Guetta, mais pareil, on s'est fait démonter la tête sur les réseaux, quoi. Vous vous rendez compte, David Guetta, c'est commercial, c'est pas un DJ, mais ça, c'est avec les USB, machin truc. Eh ben, le soir-là, il fallait y être, parce que la boule à facettes de 7,50 m à 42 mètres de hauteur, quand elle s'est allumée et que Guetta, il y avait 60 000 personnes en train de faire la teuf, y compris tous ceux qui critiquaient, eh ben, une discothèque géante que personne n'avait jamais vue, c'était exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Et puis le mec, je défie quiconque de DJ essayer de faire la même chose qu'il fait, hein, parce que faut le voir travailler le mec, et bon c'est sûr, hein, quand il arrive comme ça c'est une star parce que c'est commercial.
C'est commercial, mais c'est populaire. C'est populaire, donc si c'est populaire, ça doit venir au Charrue. Et c'est comme ça tout le temps. Ça c'est hyper important, évidemment. Ça marche plus, si ? Je crois que si, ça marche. Je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Luc. Effectivement, Jeanne et moi, et vous avez bien compris, on fait pas la programmation pour nous, ou pour les gens du bureau, ou du conseil d'administration. On fait la programmation pour le public, et c'est la seule chose qui nous anime, en fait. Ça, c'est hyper important. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait il y avait Elton John qui devait jouer, et puis une semaine ou 10 jours avant, péritonite, programmation arrêtée. Et là, à 10 jours, vous imaginez devoir remplacer Elton John sur la grande scène à 10 jours ou 15 jours du truc. Ben là, ça a été on prend le bas de convoi pendant 10 jours. Là, ils étaient tous énervés. Ouais, ça c'est un peu je crois que ça fait partie des questions. Ça c'est un peu la hantise des programmateurs, mais aussi de toute l'équipe, de tout le staff, c'est les annulations. Alors évidemment, tous les artistes sont importants, mais effectivement, quand vous avez 9 jours ou 10 jours juste avant l'ouverture des portes, t'as un problème de pile. Une annulation d'Elton John, c'est quand même hyper compliqué, donc c'est vrai que ça c'est le truc qui, par définition, un artiste comme Elton John, ça ne se remplace pas. Donc c'est toujours compliqué. C'est vrai que les annulations, en général, on essaie de faire au mieux, parce que vous imaginez, et vous l'avez bien compris tout à l'heure, les artistes qui sont en tournée, vous imaginez bien que sur le 3e week-end de juillet, ils sont ailleurs. Et on n'a pas, comme certains peuvent le penser, une équipe B de réserve avec une liste d'artistes comme ça qui peuvent au pied levé venir remplacer Elton John. Donc c'est vrai que ça c'est toujours compliqué et c'est jamais complètement satisfaisant une annulation, mais voilà, ça fait partie du truc, parce qu'en même temps on travaille avec des humains, et puis des fois les humains ils ont une appendicite ou ils se cassent un bras ou voilà. Et là, on l'avait remplacé. Il y a vraiment problème de fil. On l'avait remplacé par Patrick Bruel. Et là, encore une fois, c'était assez mémorable. Et l'anecdote, c'était terrible, c'est que ceux qui étaient les plus tu te rends compte, Patrick Bruel, mais c'est nul, c'est ci, c'est ça. Et puis, Patrick Bruel, il est monté sur scène. La première chanson qu'il a fait une chanson d'Elton John. Là, déjà, tout le monde, tous ceux qui étaient un petit peu vénères après ça, c'était un peu calmé. Mais après le concert, j'en ai croisé plus d'un, à qui j'ai voulu aller les voir, ils m'ont fait bon, c'est bon. L'air de dire, il a assuré quand même comme une bête, quoi. Les artistes, c'est comme ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas un artiste il faut respecter les autres, toujours respecter les autres, parce que chacun a des goûts différents. Et les goûts différents, c'est ça les vieilles charrues. Et tant que les vieilles charrues resteront les vieilles charrues, il y aura toutes sortes de groupes, même des trucs que vous ne pouvez pas blairer. C'est comme ça. Il y a 4 scènes, s'il y a une qui vous fait chier, vous allez sur l'autre, et puis c'est tout. Et puis si les 4 vous font chier, c'est pas compliqué, vous venez pas. Ouais. C'est la meilleure solution comme ça. Mais il y aura toujours du populaire. Et moi j'avais une question du coup, par rapport aux artistes, comment vous organisez leur arrivée, leur logement, tout ce qui va autour? C'est vrai que une fois que la programmation est finie, je disais qu'il y a la programmation de l'année suivante qui redémarre, mais en même temps, Jeanne et moi, on a 2 métiers complètement différents qui démarrent là maintenant. Jeanne qui s'occupe effectivement de l'accueil artiste, parce que il faut accueillir, il y a 80 formations. Souvent, en ce qui concerne les têtes d'affiche, ce sont des grosses équipes. Par exemple, l'an dernier, quand on accueille Gorillaz, l'équipe technique, c'est 100 personnes. Donc voilà, c'est très lourd. Il y a beaucoup de monde. Donc il y a forcément en face, on est à peu près un peu plus de 120 personnes, je crois, à l'accueil artiste. Donc des gens qui vont installer les loges, aux gens qui vont les nettoyer, qui vont les démonter. Il y a des personnes qui vont faire de la peinture, qui vont accrocher des tableaux, mais il y a aussi des gens qui sont référents pour l'accueil pur des artistes. Donc en fonction des nationalités, on a des gens évidemment qui parlent anglais, ou qui parlent allemand, ou qui parlent espagnol. Et voilà, on a là en ce moment un gros boulot de fichiers Excel, parce que au moment où vous
contractualiser la venue d'un artiste, donc avec le tourneur, dans le contrat, il y a une partie qu'on appelle le rider. Et dans toute cette partie-là, tout est consigné en fait. Alors, on va prendre Ben Harper, il vient au Vieille Charrue. Ben Harper, pour lui, dans la loge numéro 1, il y aura un canapé de 3 places, un fauteuil nanana, 3 chaises comme ça, un portant, des cintres, une table à repasser, un fer à repasser, un frigo, avec dans le frigo 4 petites bouteilles de Planquette, 3 bouteilles d'Orangina, du fromage, des chips bio mexicaines, du sirop de machin truc que on savait même pas que ça existait. 6 petites serviettes noires, 6 grandes serviettes type drap de bain pour la scène, des glacières avec de la glace pour y mettre les bières pendant le concert. Enfin voilà, tout est détaillé comme ça. Donc ça, je vous parle de la loge de Ben Harper. Après, il y a la loge numéro 2 avec les musiciens, il y a la loge des techniciens. Voilà. Donc là, en ce moment, Jeanne, elle est en train de déboucher tout ça. Donc tout ce qui est donc, le catering, ce qu'on appelle le catering, c'est toutes ces questions-là dans les loges, mais aussi tout ce qui est transport, tout ce qui est hébergement. Et donc ça, c'est vrai que c'est un point... non pas compliqué, mais vous imaginez qu'à Carhaix, avec un hôtel 2 étoiles, on ne peut pas accueillir tous les artistes à l'hôtel à Carhaix. Donc on a effectivement une équipe de runners. Les runners, en fait, ce sont les personnes qui transportent les artistes, donc qui sont aussi des bénévoles, qui viennent avec l'aide d'un partenaire, Peugeot en l'occurrence, qui nous prête des véhicules un peu luxueux pour conduire tous ces artistes-là. Et par exemple, l'an dernier, ces runners-là ont fait 25 000 km pour transporter les artistes de l'aéroport du Guipava à l'hôtel, au site, à les ramener. Voilà. Donc il y a comme ça tout un staff aux petits soins pour les artistes. Et c'est vrai qu'on on essaie scrupuleusement de respecter toutes les demandes. Alors c'est vrai qu'on peut se dire oh, c'est des caprices de stars, c'est chiant, c'est compliqué. En même temps, on peut comprendre qu'un artiste ou un groupe qui a 80 ou 90 dates à travers le monde, il a envie de manger autre chose que du jambon taboulé aussi tous les soirs. Donc c'est vrai qu'il y a des demandes très précises, des fois c'est un peu relou, mais en tout cas nous on essaie de respecter scrupuleusement toutes les demandes. Et le jour où l'artiste il arrive dans sa loge au Charrue, il voit vraiment qu'à 105% tout est respecté. Et en fait, il a envie juste de mourir sur scène pour donner le meilleur concert du monde à nous tous. Et voilà, c'est avant tout ça l'esprit. L'idée, c'est de se plier en 4, en 8, en 16 pour que l'artiste soit dans un confort maximal. Mais ça fait partie de l'histoire des Charrues. Hein, parce que faire venir Bruce Springsteen à Carhaix dans un champ, c'est pas gagné d'avance, quoi. Non, mais c'est important. Et pourquoi on arrive aujourd'hui à faire venir ces artistes? Il n'y a pas que le pognon, quoi. Je me rappelle de Springsteen, quand il nous avait des... Vous êtes qui? Vous faites quoi? L'argent va où? Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il voulait tout savoir. Il voulait tout savoir. Et il est évident qu'un artiste, c'est la meilleure personne pour aller parler à d'autres artistes. C'est-à-dire que forcément, l'année suivante, les années après, alors on n'a jamais eu de vérification, mais je reste persuadé qu'il y ait des artistes qui ont accepté de venir à Carhaix parce que d'autres leur avaient dit on est dans un champ. Vous imaginez, si ça s'arrête là, c'est pas sûr qu'on y aille. Le premier aéroport, il est à plus d'une heure. Il y a un hôtel. C'est pas gagné d'avance. Hein. Donc forcément, si tout se passe bien, et tous les besoins des artistes, ça fait des années qu'on y met un point d'honneur à trouver le truc qui manque. Hein. Des fois même, on pourrait en faire un film avec ça. Mais c'est ça qui fait que derrière, ils sont bien accueillis. Et puis, comme tu viens de le dire, ils se donnent à fond. Mais il ne faut pas oublier le public, hein, parce que moi, plusieurs fois, j'ai vu des concerts de dates de tournée où on voit que sur 2 ou 3 festivals de rang, c'est les mêmes concerts, hein, millimétrés. Surtout les grosses têtes d'affiche, les trucs, c'est la même connerie qui sort à chaque moment, c'est comme ça. Et l'ambiance qu'on a au Charrue et l'ambiance qu'on voit sur les festivals avant ou après, c'est pas la même histoire. C'est un autre concert, c'est pas pareil. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un deuxième homme incroyable. C'est vrai que
le public, enfin, on a la chance d'avoir un public de dingue, quelle que soit en plus la couleur musicale, quoi. Ce même public de dingue, sur un concert de chansons françaises, il peut basculer de la même manière aussi dingue sur un concert de rock après ou sur un truc de hip-hop. Et c'est vrai que c'est une chance incroyable d'avoir ce magnifique public. Et c'est vrai que les artistes, chaque année en repartant, nous disent mais de manière générale, en Bretagne, le public il n'est pas comme ailleurs. Et spécifiquement au Charru, le public il n'est pas comme ailleurs, y compris en Bretagne. Et ça pour nous c'est juste incroyable. Tout ça dans un champ, avec une association, l'ONI 1901. Ce qui est très important, hein, c'est qu'on est tous des bénévoles, quoi, et qu'elle est restée complètement associative. En France, si vous faites le tour de tous les gros festivals, il n'y en a plus beaucoup associatifs. Parce que la plupart, il y a quelqu'un derrière, forcément. Alors, il y a différentes façons de le faire, mais on se voudrait être festival associatif, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Donc cette année, on a vraiment, nous, mis un point en avant sur cette façon associative. Alors, deux petites choses, parce qu'on a parlé des équipes artistes, mais les équipes artistes, on a les mêmes équipes dans la restauration, on a les mêmes équipes dans tout ce qui est bar, on a les mêmes équipes dans à peu près tous les endroits du festival. Il y a des gens, par exemple, qui s'occupent que de s'assurer qu'il y a du gaz pour faire cuire les merguez. Il y a des gens qui s'occupent, et chacun fait partie d'un groupe. Et dans la plupart de ces groupes-là, il y a 100, 150, je crois qu'en logistique alimentaire, il doit être 150 ou 200 à bosser, pour assurer que dans tous les restaurants, il y ait vraiment à manger. Alors, une particularité aussi qui est, je ne sais pas si on en parle après, mais c'est la façon d'acheter au Charru, elle est un peu particulière. C'est quand on est arrivé en 98 sur le site des Carampuilles, vous imaginez, c'était tout petit, hein, enfin on avait fait James Bond et Simple Minds et je ne sais plus quoi encore avant. Lorsqu'on est passé dans le nouveau site, on avait, je crois que c'était 2 fois 21 mètres de bar et 2 fois 21 mètres de restauration. On a ouvert les portes à 18h, à 22h, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus rien. Donc vous imaginez un petit peu, vous vous retrouvez à l'époque, je ne sais pas, on avait 30 000, un truc comme ça le soir, il n'y avait plus rien à manger. Donc là, sacrée problématique. Et de trouver ça à Carhaix, c'est un peu compliqué. Mais il n'y avait pas que la restauration. Parce qu'à l'époque, vous êtes dans des associations. Alors je prends un exemple, il pleut, vous avez besoin des gants. Alors des gants pour préparer la fête, pour aller monter des barrières, pour aller monter de la décoration, pour aller monter n'importe où, il y a besoin des gants. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a besoin des gants le jour-là. Mais vous allez chercher des gants à Carhaix. Il y a 3 ou 4 magasins qui vendent des gants. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils ont un stock de 10 gants, 20 gants, 30 paires ou 40 paires. Sauf que là, on arrive à une centaine à avoir besoin des... il n'y en a pas. Donc là, on achète des gants à 10 €, et on achète des gants... il y en a, mais ils sont à 100 €, ils sont vachement chers. Mais j'ai besoin des gants, tant pis, on achète. Mais comme chacun, à l'époque, allait acheter ses gants, qu'est-ce qui se passait après le festival? Tout le monde envoyait ses factures. Puis on se retrouvait là pendant un mois, avec des factures de gants qui arrivaient tous les jours. Puis des gants à 10 balles, et des gants à 5 balles, et des gants à 100 balles. Quoi. Alors ça posait plein de problèmes. Donc ça posait un problème. C'est que le pauvre magasin, il n'avait plus rien à vendre, puisque tous ces gants étaient partis. Ça, c'est les gants, hein, parce que j'ai pris l'exemple des gants. Mais je crois qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pas 7000 ou 8000 articles en magasin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'année-là, on a dit, tant pis, il faut qu'on fasse une logistique. Une logistique, c'est-à-dire l'année suivante, on a regardé qui était bénévole sur les charrues, qui bossait sur les charrues. On a envoyé une feuille à chacun, et sur la feuille, il y avait une ligne gants. Combien de gants vous avez besoin pour cette année? Et du coup, on a marqué ça, on a fait un programme informatique, et du coup, on a géré ça comme une centrale. Et du coup, on a été voir le magasin de Carhaix, ou les magasins de Carhaix, en leur disant, cette année, on aura besoin de 300 paires. Donc, trouver de la bonne qualité et trouver un bon prix. Donc, ils ont trouvé de la bonne qualité et un bon prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'en faisant ça, pour tout le monde, c'est vachement mieux. Parce que tout le monde a des gants, parce qu'on les a payés à peu près tous le même prix. Et puis surtout, pour les charrues, on sait, avant de commencer, combien on en a acheté. Et cette année-là, on a dit, à partir de cette année, on ne rembourse plus aucune fiche. C'est-à-dire que si vous avez besoin du matériel ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de passer par la logistique, de demander ce que vous avez envie, on accepte ou on n'accepte pas,
Et ensuite, c'est nous qui commandons, c'est nous qui réceptionnons, et c'est nous qui, quand vous allez arriver, on vous donnera ce que vous avez commandé, et pas plus que ce que vous avez commandé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante? Ça a grossi. Et on a fait la même chose avec le budget. C'est-à-dire que le budget des charrues aujourd'hui, il est géré par un système informatique qui s'appelle Goenec, d'où en breton. Et cette méthode, elle est même plus que mieux qu'une entreprise, puisque aujourd'hui, là, à 7 heures, on sait exactement combien va être dépensé, combien d'argent on va rentrer. Je peux même vous donner aujourd'hui le résultat du festival, aujourd'hui, alors qu'on est encore à 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est dépensé sans avoir eu l'aval de la direction. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet à tout moment de savoir si on peut engager des travaux, pas engager de travaux, engager de la déco supplémentaire ou pas. Et ça, c'est hyper important pour une gestion à 17 millions d'euros, je vous parle. L'équilibre du festival, cette année, il est à 208 000 billets. 208 000. Trouver une entreprise qui va investir 17 millions d'euros sans savoir si elle va réussir à vendre ses billets demain matin. Dans les entreprises normales, quoi. Donc il faut être un peu barjot quand même. À savoir, et là c'est important, tout le monde dit les charrues c'est complet, on est complet le dimanche, on est complet le samedi, on est presque complet le vendredi. Évident. Et le jeudi on n'est pas complet du tout. Mais pas complet du tout. Et non, parce que c'est le jeudi. Parce que c'est le jeudi, et puis que des Bruce Springsteen et des Muse, il n'y en a pas 50 000 dans la nature par là, à pouvoir être là, comme dit Jean-Jacques tout à l'heure. Donc on a une programmation un petit peu différente, comme la plupart des années. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pour vendre 56 000 billets un jeudi soir, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est pas complet. Et pourtant, il y a tout plein de gens qui vous disent les charrues, c'est complet. C'est pas vrai. On n'est pas à nos 208 000 billets vendus. Ce qui veut dire qu'à ce jour, on est déficitaire. Donc c'est quand même... c'est assez rare qu'on en parle de ces choses-là, mais c'est la réalité. Et on sait, nous, et on a souvent l'occasion de se foutre d'un râteau courbouillon, on sait que de toute façon, tant qu'on ne sera pas arrivé à nos 208 000 billets, on n'a pas payé tout le monde. Vous imaginez un peu? C'est pas simple, quoi. Donc tout ça, c'était juste pour revenir un peu sur l'organisation, mais qui, moi, m'attache beaucoup parce que le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et le pognon, c'est la capacité, justement, à être capable de vendre tous nos billets pour équilibrer. Le billet, il est à 44 € la journée. Donc tout à l'heure, Jean-Jacques a dit... Ça fait 5 ans que ça va. Voilà. C'est la 5e année où on n'a pas bougé le prix du billet. C'est quand même assez rare dans le domaine du festival européen. Avec des cachets qui ont été multipliés quasiment par 3 en 5 ans. Vous imaginez? C'est quand même à noter. Alors vous allez me dire, mais comment le Festival des Charrues a réussi à faire cette magie de ne pas augmenter le prix du billet à 44 € pour quand même, grosso modo, 20 concerts par soir, à peu près. Il y a 80 concerts sur les 4 jours. Et il y a 10 ans, on s'est dit, le nombre de festivaliers qu'on peut mettre sur le site, c'est 70 000. Ça, on sait que dès lors qu'on dépasse 70 000, on n'est pas capable de gérer comme il faut. Gérer, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les parkings, les accès, les routes, la sécu, enfin, tout ce qui vient derrière. Donc, 56 000 payants. On sait qu'on ne peut pas monter le prix du billet. Alors, on pourrait, mais jusqu'à aujourd'hui, on a toujours essayé de garder le prix à 44 €. Pourquoi? Parce que si on monte le prix du billet, il y a toute une palanquée de familles qu'on va laisser de côté. Donc ça, c'est vraiment notre choix aussi, que tout le monde en Bretagne puisse venir voir un concert. Parce qu'il y en a, ils viennent... Ça va pas assez vite? Non, vous avez prévenu. Et donc, 56 000 billets, 44 €. Avec l'artistique qui monte, enfin tout le budget qui monte, puisqu'on est passé il y a quelques années de 12 ou 13 millions à 17 millions. On a pris 1 million d'euros de budget de plus par an depuis 10 ans. C'est à peu près ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir les entreprises et on leur a proposé de travailler en mécénat et en partenariat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a matché à fond, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, on est presque à 3 millions d'euros de mécénat et de partenariat. Et si je divise les 3 millions d'euros par les 208 000 billets, vous allez voir que ça fait à peu près 11-12 €. Ce qui veut dire que si demain les entreprises bretonnes ne finançaient pas une partie, soit par du mécénat, soit par du partenariat, les vieilles charrues, le billet ne serait pas à 44 €, il serait à 51, 52, 55, 56 €. Donc on décroche forcément peut-être 20, peut-être 30% des gens qui viennent sur un festival et qui d'habitude n'y vont pas.
Donc c'est important ça parce que c'est le modèle économique. Donc on parle des bénévoles, qui est ta pierre triangulaire, hein. Mais je dirais que c'est une pierre à 4 côtés aujourd'hui. J'ai dit pierre angulaire. D'accord. Et c'est important ça parce que on est fiers de nos entreprises parce qu'elles sont pour la plupart bretonnes et le festival il existe aussi grâce à eux. Et on ne le dit pas assez. Donc voilà. Et donc du coup, afin de pouvoir vendre tous ces billets, vous parlez du bouche à oreille pour débuter. Aujourd'hui, comment faites-vous pour communiquer sur l'événement et faire venir vraiment toutes ces personnes au festival? Là, il y a eu plusieurs façons de faire différentes. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que un tiré à part dans les journaux, ça devait coûter 50 000 €. Juste de tête. Il y a très peu d'années. Et puis, on voyait bien que la façon d'annoncer la prog, tu en parleras peut-être, hein, la façon qui a changé d'annoncer la programmation, puisqu'il y a encore 3-4 ans, on annonçait la programmation au mois d'avril. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais, avec une conférence de presse, un espèce de grand raout où on présentait individuellement chacun des artistes. Et puis le lendemain, il y avait Ouest France, Télégramme, Boyer Hebdo et tous les médias régionaux qui reprenaient la news. Alors qu'aujourd'hui, c'est absolument plus du tout comme ça que ça se passe. Ah non, c'est vrai que quand on regardait, on a eu des années un peu difficiles. Hein. Il y a eu des années où on ne faisait pas les kings, hein, c'est clair, parce que quand on voit qu'il va manquer... moi j'ai une année en tête où au mois de février, moi je savais qu'on allait perdre presque 700 ou 800 000 €. Quand on est bénévole et puis qu'on voit en bas de la page que ça va faire du moins 800 000 si on continue comme ça, faut trouver des solutions. Et les solutions, elles passaient par plein de trucs qui se sont faits. D'abord, il fallait diminuer le budget. Mais comme il était informatisé, ça a été facile de dire, là, toi, viens un peu par ici. Ton budget, tu avais mis 32 000 pour ton truc, là. Ok, bon, t'en as utilisé 22 jusqu'à aujourd'hui. Les 10 000, je les récupère. Et si tu en as besoin, tu reviendras faire ton explication de si c'est nécessaire. Et on a fait pareil pour tout le monde cette année-là. Et je peux vous dire qu'on était à moins 800 000 au mois de février, un truc comme ça, et on a fini à zéro. On a fini à zéro. Donc tout ça, c'est de la gestion pure, c'est que de l'économique. Et du coup, je suis parti là-dessus, je ne sais plus pourquoi. Simplement, ah oui, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a été obligé de demander aux journalistes, enfin aux grands médias, qui faisaient des tirs à part à 50 000 € là, et on leur a dit, cette année, on n'en fait pas. On n'en fait pas, parce qu'entre-temps, il y a le digital qui est arrivé, il y a le numérique qui est arrivé. C'est combien d'abonnés sur Facebook aujourd'hui? 300 ou 400 000? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors c'est sûr, hein, que ce soit les chiffres sur tous les réseaux sociaux, c'est des chiffres qui font rêver les sociétés. Hein. Si vous avez autant d'abonnés dans une société et que vous arrivez à faire du business comme ça, c'est quand même génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? On est passé sur les réseaux sociaux, mais du coup, plus du tout par comment t'as dit? Un raout? Oui, par une conférence de presse, ouais. Et on fait plus de conférence de presse. Qu'est-ce qu'on fait? On met directement sur notre Facebook toute la programmation en fonction des dates à laquelle on a dit qu'on allait les mettre. Et puis du coup, tout ça s'est repris dès le lendemain. Et des fois, c'est même assez fabuleux, hein, parce que je me rappelle, quand on a été en 2016, on s'est payé le luxe d'aller faire Central Park à New York, une soirée à Charrue. Voilà, on s'est payé le luxe parce qu'on s'est bien marré, et des moments extraordinaires. Et quand on était allé un mois avant avec Jérôme, il y a une photo qui a été prise dans la rue à New York, et prise avec mon iPhone. C'était assez rigolo parce qu'elle était dans l'Ouest France le lendemain matin, quoi. Simplement parce que nous, on l'avait mis sur les réseaux sociaux, et puis les réseaux sociaux les avaient récupérés, craqués. Donc comme quoi, ça va vite, vite, vite. Alors, quand on l'utilise à bon escient, c'est très bien, mais autrement, il faut faire un peu attention. Mais c'est vrai que la programmation, elle a été complètement bouleversée par cette façon de faire, parce qu'on a annoncé cette année, début décembre. Depuis 3-4 ans, ouais, on fait une première annonce mi-décembre. L'idée, c'est de capter les achats de Noël, parce que c'est vrai qu'en manière de... Le festivalier, de manière générale, il consomme aussi complètement différemment. C'est vrai qu'il y a encore 7-8 ans, la billetterie, elle était mise en place au mois de fin avril, début mai, et on avait 3 mois ou 3 mois et demi pour vendre ces billets. Aujourd'hui, et je pense que c'est lié aussi au fait que le porte-monnaie soit un peu en berne, les gens ils ont quand même davantage besoin de se projeter
dans le temps, mettre un peu d'argent de côté, et c'est vrai que la période de Noël, depuis 4-5 ans, elle est pour beaucoup l'occasion de payer aux enfants ou aux petits-enfants le billet de Noël pour mettre sous le sapin. Donc c'est vrai qu'il y a une première vague d'annonces début décembre où depuis 3 ans on bat des records de vitesse de vente. C'est vrai que cette année le dimanche d'abord et le samedi ensuite était complet, je crois, le 24 décembre, en 4 jours, je crois. En quelques heures, on avait vendu 120 000 billets en 2-3 heures. Enfin, c'était un truc de... C'est un truc qui était encore impensable il y a quelques années. Donc c'est vrai que la manière de consommer a vraiment changé, et donc forcément la manière de communiquer a aussi vraiment changé, et est vraiment maintenant adapté à ce nouveau modèle de consommation des festivaliers. Donc dans les 16 salariés, il y a Claire qui aurait bien aimé être avec nous ce soir, mais ils partent tous au Festival de Bourges dès demain matin, Jean-Jacques y compris. Et donc, si on revient un petit peu sur la communication et surtout sur les graphismes des charrues, tous les ans il y a un thème. Je sais pas, un des premiers thèmes qu'on avait mis, vous allez rigoler parce que c'est un rapport direct avec Brest, c'était Xavier qui nous avait proposé le thème, c'était le lapin. Donc le lapin, tout simplement parce que cette année-là, les fêtes maritimes tombaient en même temps que les fêtes de Brest, et puis ça devait être, je sais plus, en 2001, encore une fois. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'on avait été convoqués donc, en préfecture, et on nous avait dit, bah voilà, de toute façon, on ne pourra pas faire 2 événements en même temps, parce que, vous comprenez, Brest, Carhaix... Et puis là, on n'avait pas eu le choix, parce qu'on nous avait dit, vous décalez, pour terminer. Et cette année-là, on était un petit peu vénère un peu à Brest, et donc qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une affiche, et c'était le lapin. Voilà. Pour ceux qui sont spécialistes de bateaux, ils comprendront très bien. Et puis en fin de compte, on voit bien que tout ça, ça s'est nettement amélioré, puisque pas plus tard qu'il y a 3 ans, le festival des charrues et les fêtes maritimes se sont faites en même temps. On s'est rencontrés 1 fois ou 2 fois avant. C'est nous qui avons décidé, on a été voir la préfecture, on leur a dit de toute façon les éléments, ça se fera en même temps, parce qu'on n'a pas la possibilité de changer. Et puis je peux vous dire aujourd'hui que les prochaines se feront exactement de la même façon, et même on est sur plein de sujets qui sont super intéressants. C'est que l'idée, c'est de pouvoir communiquer ensemble sur le marché national, en disant le Finistère vous accueille au mois de juillet 2020, et là c'est plus d'1 million de visiteurs qui viennent en quelques semaines sur le Finistère, donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour... et puis c'est bon pour nous, à vrai dire, parce que comme ça on arrive à montrer qu'on peut faire rêver les autres. Jean-Luc, je veux bien que tu fasses une petite explication de texte sur le lapin, parce que je vois plein de gens qui font... Vous savez pas ce que c'est le lapin? Faut savoir que le lapin, c'est un animal qui est complètement interdit sur un bateau. Pourquoi? Parce qu'à une époque, il y a très très longtemps sûrement, les lapins s'évadaient, et comme les bateaux étaient faits en bois, ils rongeaient les bateaux, et les bateaux coulaient. Donc si vous avez dans votre entourage des pêcheurs ou des gens qui naviguent, on ne parle jamais de lapin. Ils ne mangent jamais de lapin. C'est comme ça. Alors forcément, nous, on avait mis un petit lapin. Puis c'était le lapin, attention à ton pied, là, c'était souvent des délires, c'est souvent des délires un peu à la con comme ça. Quand on nous dit vous n'êtes pas cap, il y a toujours quelques-uns parmi nous qui disent on n'est pas cap aussi. Quand on était à New York, ça a été le cas. Parce que là, je dépasse les bornes de limite. Donc je vous raconterai ça une autre fois. Dernière question en 2-3 mots. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir du festival? Alors, il y a la chose plus rigolote, peut-être que toi tu vas faire, et puis moi j'ai un truc beaucoup plus sérieux, parce que je vais vous expliquer, non mais c'est important pour la suite des événements. On n'en parle pas beaucoup, mais quand j'ai l'occasion, j'essaye d'en parler. Il faut savoir que vous avez remarqué que tous les festivals sont en train de se faire racheter en Europe. Se faire racheter par qui? Par des producteurs, des tourneurs. C'est des gens qui, leur métier, c'est de vendre du concert. C'est-à-dire que celui qui fait tourner Ben Harper, en l'occurrence, parce que c'est la soirée Ben Harper, qu'est-ce qu'il a? Son boulot de toute l'année, c'est d'aller trouver des gens pour acheter le concert de Ben Harper. C'est comme ça tout le temps. Donc ces producteurs se sont très vite, ils se sont rendus compte que les artistes ne gagnent plus avec leurs disques suffisamment de monnaie, mais par contre faire du festival, c'est très lucratif. Dans le sens où on sort un album au printemps, et puis paf, on fait la tournée des festivals après.
Et partout en Europe, il y a des gens en plus qui payent énormément. Donc les festivals sont en train de se faire racheter. Quel risque il peut y avoir? Il peut y avoir tout simplement, c'est que forcément, s'il y a un gros artiste international qui vient en Europe, comment ils font la tournée? Ils disent ben, on va faire une date par pays. On aura une date en France, voire deux. Bon. Ben, d'après vous, le tourneur qui va faire sa programmation des dates, est-ce qu'il va préférer aller mettre ou vendre son artiste à Carhaix, ou est-ce qu'il va pouvoir préférer aller le vendre dans son festival qu'il a lui? Du coup, faire de la coproduction, donc c'est pas du tout pareil. Et ça aujourd'hui, c'est un risque. Alors, c'est pas ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on a des très bonnes relations avec les différents tourneurs. Pourquoi on a des bonnes relations? Parce que on travaille ça depuis des années, on est en relation avec eux, enfin ça se passe plutôt très très bien même, et ça nous le prouve tous les ans, mais on est bien avec les gens qui sont aujourd'hui à la tête de ces boîtes-là. Ça peut changer. Donc si ça peut changer, ça veut dire qu'on peut trouver à la tête des gens qui sont un peu moins humains, c'est-à-dire un peu moins charrues, on va dire. Ben, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on n'arrive pas plus à avoir ces artistes-là. Donc le choix, il est simple. Il faut trouver des solutions. Ça, c'est comme les billets tout à l'heure. Ben là, ça a été pareil il y a 2 ans, 3 ans. On a eu, depuis 4-5 ans, on a eu des opportunités d'artistes internationaux ou internationaux où on nous a dit, vous avez la possibilité de faire cet artiste-là, sauf que au mois de juillet et août, il est en vacances. La tournée elle démarre au printemps, elle va démarrer en avril, elle va s'arrêter le 7, le 8 juillet. Ensuite, les tournées s'arrêtent. C'est assez rare de voir des tournées